président de la République, Paul Biya, vient de délivrer son adresse à la nation. Évidemment, un message qui s'achève par des vœux les meilleurs pour l'année 2023, mais c'est après avoir parcouru l'année 2022. Le président commence d'ailleurs ce discours, ce message par un constat sur la situation des produits de denrées de première nécessité qui ont dû connaître ou subir l'impact de la crise ukrainienne. Il y a des annonces dans ce discours, mais également le président a interpellé la conscience des Camerounais sur un certain nombre de fléaux. Je rappelle que sur le plateau, nous sommes avec 4 hommes politiques, un journaliste éditorialiste, Vincent Yédé du PCRN, Emmanuel Combe du RDPC, Moïse Nguidjolngan du SDF, Patrick Christian Dobo, journaliste éditorialiste, et puis Pierre-Emmanuel Bignam qui nous a rejoint. Bonsoir Pierre du MRC. Pierre-Emmanuel. Bonsoir Monsieur Dipita et bonsoir à tous les téléspectateurs de STV de par le monde entier et au Cameroun. Vous aurez certainement donc l'occasion de faire en premier le débrief du discours du chef de l'État dans cette seconde partie du programme. Des annonces quand même sur les questions des ressources du sous-sol, avec la construction du côté de l'Est Cameroun et du Sud, dans la projection de ces minerais, des usines d'exploitation des minerais du sous-sol, entre autres projets de l'année 2023. Votre première lecture, vos premières analyses, après ce discours du chef de l'État, ce message. Bon, le premier constat que j'ai fait de façon vive, sans entrer dans des détails, c'est que j'ai l'impression, je ne sais pas si je suis le seul sur ce plateau à avoir cette impression, j'ai l'impression que le président Paul Biya ne vit pas en réalité au Cameroun. Parce que lorsqu'il fait le bilan exhaustif, que ce soit sur le plan économique, socio-politique et autres, on constate qu'il dit des choses qui sont complètement en décalage avec la réalité. Nous savons tous le scandale que, par exemple, le projet d'enrichissement du fer de Kribi a apporté dans notre pays au courant de cette année en cours. Nous avons l'honorable Cabral Libi qui a fait une vidéo qui est devenue virale sur la place publique et dans les réseaux sociaux qui démontre à suffisance que ce projet aurait pu être exploité par l'État du Cameroun avec d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux en ce qui concerne l'assistance technique, que le Cameroun aurait gagné au moins 50 à 100 fois ce que rapporte ce projet à cette entreprise chinoise. Donc, lorsqu'il vient encore en parler ici comme étant les prouesses ou une victoire d'un des projets qu'il aura mis en place cette année, qui va véritablement démarrer en 2023, je pense qu'il n'écoute pas les Camerounais, parce que tous ceux qui se sont penchés sur ce projet d'enrichissement du fer de Kribi ont été d'accord. Même ceux qui ne sont pas des compatriotes, même des gens qui ne sont pas des Camerounais, ont estimé que, en réalité, le partenariat que l'État du Cameroun a signé avec la Chine pour l'exploitation de ce minerai de fer est totalement en avantage de la Chine, de ces sociétés chinoises. Le Cameroun tire juste une petite contrepartie. Lorsqu'on parle, par exemple, de 20 km de route, vous pensez qu'un tel projet, quand je regarde la vidéo que Cabral Libi a, dans laquelle il a démontré quels sont les avantages que nous pourrions gagner dans ce projet, on parle de centaines de milliards, on parle de milliers de milliards de francs CFA que ce projet allait apporter. 20 km de route bitumée comme une des retombées de ce projet, 60 mégawatts d'une exploitation ou d'une petite usine de production de courant hydroélectrique, c'est vraiment insignifiant. C'est-à-dire c'est un projet d'envergure qui peut contribuer à désenclaver complètement toute la région du Sud, pour ne commencer que par là, qui peut contribuer à relier la région du Sud
au centre et au littoral par même aussi un réseau ferroviaire. Parce que d'après les calculs que Cabral Libi a fait et qu'il a mis sur la place publique, il n'y a pas que Cabral Libi, on constate que le Cameroun, la Chine ou la société chinoise va gagner 100 fois. Je dis bien 100 fois plus que ce qu'ils auront investi. Donc, on a estimé que l'État du Cameroun aurait pu appeler des partenaires pour construire cette usine ici, nous employer ces partenaires en termes de connaissances ou bien d'apport technique, parce que nous n'avons pas cette technologie. Mais il y a d'autres partenaires, pas seulement les Chinois. On a dit que les Australiens aussi sont très bons dans le domaine. Et même les Chinois, on pouvait faire ce partenariat autrement. Mais tel que le contrat a été signé, le Cameroun ne gagne presque rien. D'accord. Vincent Yédé, votre première lecture à l'issue de ce discours du chef de l'État? Alors, lorsqu'on écoute le chef de l'État, on est un peu, on va dire, on est déjà habitué. Lui-même est déjà habitué à cet exercice. C'est son 40e discours de fin d'année qu'il prononçait comme ça. Et nous autres, c'est la 40e fois. Et on a l'impression d'entendre et d'écouter la même chose depuis tout ce temps-là. Écoutez, on ne peut pas comprendre que les Camerounais soient actuellement inquiets de ce qui va se passer à partir de demain à cause du coût de vie, le timbre fiscal qui passe à 1500, la vignette qui passe à 100% d'augmentation. Comment on fait un discours comme celui-là sans rassurer les Camerounais? Je dois noter que le président, entre les lignes, a annoncé que la subvention que le gouvernement accorde aux produits pétroliers pourrait également, du moins, c'est une charge importante dans le budget. Et le président l'a dit, le gouvernement ne pourra certainement pas poursuivre ou continuer avec cette subvention. Je vous laisse poursuivre. Pire encore, il annonce que cette subvention risque de tomber. Mais je ne sais pas si lui-même se rend compte de l'inquiétude qu'il crée face aux Camerounais. Parce qu'on attendait quand même que le chef de l'État essaie de rassurer. Écoutez, quand on augmente la fiscalité comme ça s'est fait là, il y a des mécanismes qui permettent quand même d'amortir le coût au niveau des populations. Quelquefois, c'est le SMIC qu'on peut augmenter. Mais on parlait des filets sociaux. Qui sait comment ces filets sociaux-là fonctionnent? Ces enveloppes qu'on distribue dans les quartiers, on ne sait pas à qui, ni quand, ni comment. Quand est-ce qu'on les sélectionne pour parler des filets sociaux? Parce que c'est ce qu'il annonce là comme mesure, n'est-ce pas, pour amortir un peu le choc. Donc, je pense que là, il a fait exactement comme s'il n'était pas au courant de l'inquiétude grandissante des Camerounais sur ce qui est de la vie chère. Et puis, je constate quand même qu'il n'a pas parlé des lions indomptables pour la première fois dans son discours. En fait, l'une des rares fois où il n'a pas parlé des lions indomptables. Pourtant, il y a eu la CAN qui s'est déroulée, il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu plein de choses. Et les lions indomptables, qu'il a toujours pris pour exemple, n'est-ce pas, n'ont pas manqué de démontrer leur bravoure. Et encore une fois ici, ils pouvaient quand même féliciter l'expertise nationale. Parce qu'il faut le dire, c'est des Camerounais, c'est des jeunes, c'est des anciens lions qui ont conduit cette équipe-là. Donc on se serait quand même attendu à ce que le chef de l'État, à ce niveau-là, qu'il les encourage. Et puis, il nous annonce que la braderie va se poursuivre. Il parlait du secteur minier là tout à l'heure. Le chef de l'État a dit, jusqu'à présent, le secteur des mines ne contribue qu'à hauteur de 1%. C'est pour cela que tous azimuts, 3 chantiers, Kribi-Lobé, Mbalam, Dranzambi, 3 d'un trait. Et les contrats qui sont signés ne sont pas les meilleurs qui soient. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit ici aujourd'hui et ce qu'on avait déjà dit pour dire que ces contrats ne sont pas en notre faveur. Mais là, on se jette dans la braderie des mines en remplacement du pétrole. Mais que se passe-t-il avec la Sonara?
Pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas de la réhabilitation de la Sonara? C'est comme si c'est une page totalement tournée. On ne compte plus sur les recettes pétrolières et désormais, c'est sur le fer qu'on va s'appuyer. Et alors, 3 chantiers tous azimuts. Donc, j'ai vraiment comme l'impression que le chef de l'État est engagé dans une procédure qui consiste à tout faire pour avoir quelques ressources, d'où qu'elles viennent, au détriment même de l'intérêt national. Ça, c'est la première impression que j'ai en suivant son discours. Patrick Christian Deborah, en débrief. Écoutez, moi, je voudrais, si vous me permettez, sans avoir le regard des hommes politiques sur la question, dire qu'en tout cas, moi, je ne suis pas surpris. Lorsqu'on a, après 1, 2, 3 décennies, pris l'habitude d'écouter, souvent de décrypter les adresses du chef de l'État à la nation, notamment dans cette circonstance, moi, je trouve qu'il est resté constant. Très souvent, il n'a pas toujours été là où ses concitoyens politiques l'attendent. Il est resté constant dans ce sens où, dans une première partie, de mon point de vue, il cherche à rassurer ses compatriotes à travers un certain nombre d'équilibres qu'il a annoncés, notamment la maîtrise de l'inflation, la maîtrise tout au moins relative du taux de croissance comparé à ce qui était annoncé. On parlait de 4,2 ou 4,1%, il a annoncé un 3,8%. Donc, même si on n'a pas atteint les objectifs, il a cherché à rassurer ses compatriotes sur le fait des chocs exogènes qui ont imposé un certain nombre d'éléments et de contingences dans la gestion économique et dans la capacité du Cameroun à atteindre ses objectifs au cours de l'année 2022, mais en réaffirmant, et ça ce sont ses propos, que ces chocs, malgré leur intensité, malgré le fait qu'ils soient imposés à plusieurs économies du continent, pas seulement le Cameroun, ces chocs ont quand même été relativement maîtrisés. Et il donne maintenant un certain nombre d'éléments, d'après les informations qui me semblent en sa possession, sur les équilibres que le Cameroun va essayer de maintenir tout au long de l'année 2023. Et quand il parle de ces équilibres, il présente un certain nombre de projets, notamment ceux liés à l'énergie, mais il parle aussi de la nécessité du Cameroun de revoir le degré de subvention qui coûte un peu trop cher au trésor public. Lorsque j'ai fini de parler de ces quelques points qui tendent à rassurer les compatriotes, sans bien évidemment élucider les questions liées à la morale, au combat contre la corruption qu'il a évoqué, il y a que maintenant, sur le plan d'un regard un peu critique de ce que le chef de l'État présente comme élément rassurant à ses compatriotes, on peut évidemment se poser la question de savoir comment tout cela va se passer. Ces assurances qu'il donne à ses compatriotes, il y a un certain nombre de points évidemment qu'on aurait souhaité ou bien qu'on s'attendrait à voir le chef de l'État évoquer dans un contexte de vie que tout le monde annonce cher, avec forcément, vous avez cité quelques éléments tout à l'heure, thème fiscal par-ci, vignette et peut-être d'autres éléments pour élargir l'assiette fiscale de notre pays. Alors, tout cela va se faire avec davantage de sacrifices qu'on demande à nos concitoyens. Et donc, c'est quand même des problèmes parce qu'on se dit que cela, sans avoir une augmentation des revenus substantiels, notamment soit des fonctionnaires, ou tout au moins une économie qui a dégagé un certain nombre de substances qu'on s'imagine dans le réservoir de nos concitoyens pour faire face à ces augmentations, on peut s'inquiéter. Et on a le droit de s'inquiéter, de savoir comment est-ce que les concitoyens vont donc assurer ces sacrifices supplémentaires qui sont annoncés, notamment avec la récente loi des finances. On peut aussi se poser la question de savoir, lorsque le chef de l'État nous annonce un certain nombre de projets énergétiques supplémentaires qui seront mis sur pied, qu'est-ce qu'on a fait des précédents qui ne sont pas encore totalement exploités, même s'il annonce un certain nombre de mesures à prendre. On peut s'imaginer l'Ompanga, par exemple, qui avait été annoncé, réalisé, mais qui n'est pas encore à capacité d'exploitation optimale. Vous voyez ? Voilà. Donc, vous voyez, ça fait un certain nombre d'interrogations qu'on peut se poser sur les assurances que le chef de l'État a évoquées. Mais évidemment, les chiffres qu'il annonce, comparés à un certain nombre d'économies sous-régionales, et peut-être à l'échelle continentale, notamment en Afrique subsaharienne, ne sont pas des chiffres qu'on peut contester. Mais entre ces chiffres avancés et l'impact réel
visible sur le quotidien de nos compatriotes, on peut se poser des questions. D'accord. Hervé Manuel, comme votre première lecture. Mais écoutez, il n'y a pas de lecture. Après avoir écouté tout ce chapelet de ceux qui disent ce que le président devait dire qu'il n'a pas dit, j'ai l'impression qu'il y a comme un problème de compréhension. Le discours qui vient d'être prononcé, on l'appelle en langage politique le discours sur l'état de la nation. Et je crois qu'il faudrait qu'on vienne un peu à même niveau de compréhension ce que c'est qu'un chef de l'État dans la constitution camerounaise. C'est la constitution qui marque le périmètre d'exercice de pouvoir. Le président n'est pas le chef de gouvernement. Le président est le président de la République et il montre les grandes lignes, n'est-ce pas, de ce que, dans lesquelles nous devons emprunter pour notre vivre ensemble et pour le gouvernement de la République et maintenir l'ordre public. Et quand le président s'adresse à la nation, à l'aube d'une année nouvelle, il fait le résumé de cette année qui s'est écoulée et montre un peu ce que nous devons aller pour améliorer le développement de notre pays. J'ai l'impression qu'il y a quand même malentendu parce que là, monsieur Yédé parle qu'on devait parler de la Coupe du Monde, de football, de match de Dynamo contre Union de Douala et tout ça. Le président n'est pas un reporter de faits divers. Le président parle de ce qui est essentiel et synthétise pour en fait montrer vers où nous allons. Bon, ceci dit maintenant, les préoccupations des uns des autres qui sont c'est importantes, que je respecte, c'est-à-dire les questions telles que le pouvoir d'achat, le président les a abordées. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais il les a abordées et a montré l'orientation dans laquelle il recommande au gouvernement de travailler dans ce sens. Alors, moi je m'ennuie dans des débats de ce genre parce qu'on risque de faire la confusion des rôles, parce que beaucoup de nos compatriotes, quelles que soient les opinions, je les respecte, peuvent légitimement penser que le gouvernement n'a pas assez fait dans tel secteur ou dans l'autre. Et ils ont le droit de dire que le président doit faire en sorte que cesse ce qui paraît n'est pas pour eux à leurs yeux quelque chose qui marche comme ça devrait marcher. Mais le rôle du président n'est pas ici de venir faire le chapelet des faits divers, des histoires de gens qui sont arrivés à la guérite du palais, qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils sont venus faire, ou des gens qui demandent à ce que leur parti politique, les fondateurs partent dans des conditions. Donc, je pense que le discours du 31, comprenons-nous très bien, de l'adresse à la nation, c'est le discours sur l'état de la République, l'état de la nation et les grandes orientations. Christian Dobo vient de dire tout à l'heure qu'on ne peut pas contester les chiffres que le président a avancés. On peut trouver que ce n'est pas assez. On a raison, mais il faut intégrer d'autres éléments. Si on veut faire la politique qui sorte juste des bavardages, moi je m'inscris plus dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on dise on pouvait faire mieux pour contester que, bon, par exemple, la crise de l'Ukraine soit une justification sur les retards que nous avons pris, par exemple, dans le domaine de l'agriculture ou bien la satisfaction. Non, j'ai du mal à rentrer dans un débat qui consiste à ce que chacun vienne dire ce qu'il devrait dire, mais constitutionnellement, il est le seul qui a le pouvoir de nous dire au moment donné, voilà comment je vois l'état de notre nation, voilà les voies que je souhaite pour l'avenir, et maintenant les différents acteurs, et ça c'est démocratique, devraient dire on peut faire mieux, on ne fait pas assez, mais venir ici combattre par exemple le fait que le Cameroun a fait match nul avec je ne sais pas quel pays dans un match de football. Je pense que je ne prends pas ma soirée de la Saint-Sylvestre. C'est pour ça je m'ennuie dans ce genre de bavardage. Moïse. Oui, je ne sais pas. Nous voulons un peu commenter, c'est ça, l'expression. Parlons comme ça, le discours du président de la République. Mais je crois qu'il n'est point besoin ici de rappeler ce que c'est qu'un président de la République. La volonté du peuple est un commandement populaire et ce commandement est adressé au président de la République. Le président de la République doit exécuter la volonté du peuple. Et il l'a traduit dans les actes et les faits par l'entremise d'un organe, d'une institution que la loi fondamentale de la Constitution a mis à sa disposition,
qui s'appelle le gouvernement. La politique de la nation, elle est définie et adoptée par le président de la République, mais elle tire toute son essence dans la volonté du peuple. Alors, le président a dit ce qu'il a dit. Et le président du RDPC vient de dire, en quelques mots là, c'est-à-dire que le président veut justifier tous les retards qu'on a accusés et cumulés depuis 40 ans de sa présence dans la magistrature suprême, sous le compte de la guerre russo-ukrainienne qui a commencé il y a quelques mois. Cela n'est pas vrai. Il faut que les Camerounais l'interrogent et que les Camerounais l'interpellent. Cela dit, il est bon que nous disions au président ce que nous voulons. Moi, j'ai écouté ce discours. Je ne vais pas dire que c'est ce que j'ai toujours entendu, parce que c'est ce que j'ai toujours entendu. Je ne m'attendais pas à écouter autre chose. Le président a fait un constat et le président est allé là où il est allé. Et où est-ce qu'il veut aller? Il veut dire au peuple, je vais brader le sous-sol. Comme Vincent l'a dit, il veut dire, je vais brader le sous-sol. Il vous donne une information. Il n'est pas en train de vous demander. Et même le sous-sol est déjà bradé. Parce que les entreprises adjudicataires, il a dit, ont déjà ce qu'il faut pour continuer à faire ce qu'il y a à faire. Le président va vous dire, j'ai instruit le gouvernement de reprendre les travaux de construction de la route Babadjou, Chetroukwa ou Dabanga où il l'annonce. Ça démarre quand? Ça doit se terminer ou être achevé quand? Non. Le président vit au Cameroun. Mais les besoins des Camerounais, c'est quoi? Le président doit combler les attentes des populations camerounaises parce que c'est les Camerounais qui l'ont élu. Et les attentes des Camerounais, c'est quoi? Les attentes des Camerounais, c'est que monsieur le président de la République, et je regarde ici, je crois que mon message va arriver, les Camerounais ont, avec le problème des soins de santé, c'est la croix et la bannière. Les soins de santé sont un problème au Cameroun. Ça coûte cher, les soins de santé. Ça coûte cher et il faudrait que le président instruise son gouvernement de réfléchir pour qu'on accède à la couverture santé universelle. Et donc on trouve des paramètres, des mécanismes pour que, une fois à l'hôpital, qu'on soit pris en charge et pourquoi pas que le gouvernement, que l'État mette des dispositions pour les couches plus ou moins vulnérables. On va vous dire qu'il y a aujourd'hui le bon verre dans les hôpitaux. Encore que le bon verre, on le donne de fois à la tête du client. Ou alors on va vous dire qu'il faudrait que le directeur de telle formation hospitalière soit là. Si le directeur n'est pas là, vous êtes buté. Et même quand on venait faire le bon verre, quand le pire se produit, le corps est scellé. Si jamais quelqu'un venait à mourir, le corps est scellé jusqu'à ce que vous veniez régler la facture. C'est un problème. C'est ça qu'il faut dire aux Camerounais. Et que le président se doit de résoudre rapidement. Dites au président que les Camerounais ont un problème avec Eneo. Il ne suffit pas que le président nous dise réseau interconnecté sud et réseau interconnecté nord. Tout ça, nous entendons ça depuis. Tous ces barrages, toute cette batterie de barrages annoncés depuis, où en sommes-nous? Et là-bas également, nous avons entendu des soupçons de détournement de deniers publics là-bas. C'est pour cela qu'un certain nombre de projets coincent. Et si le président, comme il le dit, est déterminé, il engage les Camerounais à l'aider dans cette lutte pour la modernisation, pour essayer de corriger les mœurs, nous pensons qu'il faut que son représentant ici lui dise qu'il accélère un peu plus de ce côté-là. Il faut qu'il accélère parce qu'il faut que les Camerounais aident. Si nous voulons faire la promotion du Made in Cameroun, mais le taux d'industrialisation, la transformation des denrées de première nécessité, c'est à quel niveau? Nous n'allons pas continuer, il a dit qu'il va remplir l'impôt de substitution. Nous allons continuer à vivre du riz, alors que le riz change toutes nos habitudes alimentaires. Je dois le dire, moi, je reste sur ma faim, sur ma soif, parce que le président de la République est resté là où il est resté pour la classe de personnes qui vit autour de lui dans le gouvernement, mais le Camerounais lambda continue à être abandonné et ignoré dans le discours que le président de la République vient de prononcer ce soir. Et je reste sur mon frère. Paul Emmanuel va nous quitter dans une minute. Il va peut-être dire un mot. C'est dommage qu'il s'en aille parce que je crois que M. Midionga, qui a oublié mon nom, qui m'appelle le représentant du RDPC, j'assume ce rôle. Je vais le rappeler un peu à quelques souvenirs. Il a le droit de ne pas apprécier
le discours du président. Mon intervention, ce n'est pas de lui imposer ma compréhension du discours. Et il a le droit de se tromper de République en disant que c'est le peuple qui, au quotidien, peut changer d'avis et dire au président ce qu'il a à faire. Mais moi, je rappelle simplement que... Je suis désolé. Je peux aller jusqu'au bout. Je peux aller jusqu'au bout. Ils vous ont écouté, ils m'ont entendu. Quand vous dites qu'il doit faire ce que le peuple lui dit. Non, c'est pas comme ça. En République, la Constitution, la loi fondamentale, comme tu l'as dit, puisque je peux te tutoyer, comme tu l'as dit justement à la fin, c'est la Constitution qui règle. Et je respecte les points de vue, les attentes des uns des autres. Je dis simplement que le discours du président à la fin de l'année n'a pas pour vocation à répondre sur le prix du piment, de la tomate et tout. C'est dit simplement qu'il y a un problème sur le pouvoir d'achat, oui, il faut s'y attaquer. Vous voyez, peut-être la vieillesse me permet de prendre la distance. Si je suis le débat sur l'interprétation fantaisiste que M. Louis Mercier a fait tout à l'heure, sur par exemple les mines de fer, comment elle les a attribuées, on va s'éloigner du discours. Le discours a pour but de dire, voici l'état de la nation, l'état du Cameroun. Nous avons connu ce problème, tel problème. Voici les solutions qu'on propose pour s'en sortir et voici ce qui doit changer. Et moi, je croyais que mes compatriotes ici allaient attaquer le problème pour dire qu'ils espèrent que, par exemple, l'orientation du président sur, par exemple, la construction de lignes de chemin de fer est quelque chose qui va être effectif et que le gouvernement va suivre avec l'accélération. Ils auraient trouvé en moi un partenaire pour leur dire que le discours du président montre la grande ligne, mais il faut que le gouvernement en place puisse accélérer cela pour que ça soit effectif à la satisfaction du Cameroun. Donc, à la limite, nous ne devons même pas être contre. Mais quand je commence à entendre les histoires sur le fait que dans les hôpitaux, on ne fait pas ceci, cela, on entre là dans une mercuriale qui va nous faire passer 10 heures ici. Paul Emmanuel. Après avoir écouté la messe requiem de M. Hervé Manuel comme du RDPC, on va dire Amen. Pourquoi je le dis? Ils sont dans la même logique, tous. Il est dans la même logique que son président de parti et président du Cameroun, d'endormir les Camerounais, de nous mettre hors sujet, ce qui ne nous concerne pas. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur le conseiller Yedé lorsqu'il dit qu'un événement comme la Coupe d'Afrique des Nations, Dieu seul sait combien le Cameroun a dépensé des centaines de milliards avec une mercuriale qui est au-dessus, qui est 50 fois plus élevée qu'à la normale dans la construction de nos stades. Et les scandales de détournement des deniers publics de cette canne, on a quand même abrité cette canne. Et que le président de la République n'en fait pas partie dans son discours à la nation. C'est un scandale. Il ne faut même pas soutenir cela. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que le contexte dans lequel le Cameroun est aujourd'hui, un contexte où notre pays est déchiré par les crises multiformes. Le sentiment d'appartenir à une même nation, avoir une communauté de destin, est quelque chose qu'il faut préserver. Nous avons quand même constaté quelque chose. Malgré les scandales de détournement des deniers publics et de nombreux reports de la tenue de cette canne, on a constaté une mobilisation des Camerounais de tous bords derrière les Lions indomptables pour la réussite et pour l'accueil des invités qui sont nos autres qui sont venus participer à cette grande fête. Donc il ne peut pas ne pas parler de cette compétition, de cette fête qui a été abritée par le Cameroun. Donc c'est fait exprès pour des fins politiques dont lui seul sait pourquoi il n'en parle pas. Mais c'est un scandale, ce n'est pas normal. Le Cameroun s'est tellement investi. Et ce qu'il faut tirer de bien dans ça, c'est que, je prends le cas, par exemple chez nous, le président Kamto a fait une sortie une semaine avant la CAN pour mobiliser tous les Camerounais de tous bords derrière les Lions indomptables et appeler les uns et les autres à accueillir les autres qui arrivent au Cameroun. Le président du PCR Nkabal l'a fait, l'opposition camerounaise l'a fait. Donc,
on a vu que les Camerounais, ce que je veux relever, c'est pour ceux qui nous suivent, quelles que soient nos divergences d'opinion, nos luttes et autres, lorsque l'intérêt de la nation, supérieur de la nation est attaqué, lorsque la souveraineté de notre pays est en jeu, nous solidarisons tous derrière cette question-là. Donc, il faut, dans des moments difficiles comme celui-ci, capitaliser ce petit acquis qui nous reste encore, le sentiment d'appartenir tous à une nation. Maintenant, je reviens sur son bilan socio-économique. Lorsque le président Paul Biya annonce que l'inflation a été maîtrisée cette année, l'inflation a été maîtrisée. Il l'a dit. Au Cameroun, où un pays où l'huile végétale est passée de 800 francs à 1800 francs aujourd'hui. De 800 francs à 1800, 1 litre d'huile. Un pays où, bon, laissons même le pain, parce que le pain, on va dire que la crise russo-ukrainienne a influencé la farine partout en Afrique et dans le monde entier. On prend également les denrées alimentaires comme par exemple le riz. Le prix du riz est passé du simple au double. Et quand Pierre dit que les mesures que le gouvernement a prises pour l'année prochaine sont scandaleuses et les Camerounais restent à leur fin, lorsqu'on sait que la vignette, par exemple, va passer du simple au double, et qu'on nous annonce également que les 700 milliards, d'après eux, parce que c'est même le bluff, ça c'est une entourloupe, les 700 milliards de subventions qui ont permis de maîtriser le prix du pétrole à la pompe seront même supprimés l'année prochaine. Ça veut dire que le Cameroun est en train de vivre les moments les plus sombres de son existence. Et lorsqu'il annonce également que la crise, sur le plan sécuritaire, les crises anglophones et de l'extrême nord sont maîtrisées, je dis, ce n'est pas la réalité et c'est archi faux. Nous avons eu cette année, dans le nord-ouest, on est arrivé à un niveau où même un hôpital a été attaqué, incendié. On a vu des attaques dans des hôpitaux, on a vu des attaques dans des écoles, on a vu des attaques un peu partout. Donc il y a une recrudescence de violence dans la crise, au niveau de la crise anglophone. Rien n'est maîtrisé. Je voudrais qu'on reprenne un peu schématiquement parce que le premier geste, c'était de vous faire... Permettez, non, s'il vous plaît. Permettez une seconde. On n'est pas là à l'église, voilà. Il faut que je relève. Vous allez prendre la parole. On n'est pas à l'église. On va avoir une bonne émission. Je vous en prie. Mais s'il y en a qui vont verser dans la provocation, Non. on sera complètement à côté. Nous sommes des personnalités Permettez qu'on donne... Je vous apprends comment dire. Permettez qu'on donne un film. Le premier jet de la question. Oui, le premier jet, la première question était votre première lecture du discours. Maintenant, je souhaiterais qu'on aille un peu schématiquement. Le président a évoqué des questions politiques, des questions sécuritaires, des questions économiques, des questions de santé et ainsi de suite. Donc, je voudrais qu'on y aille schématiquement et qu'on commence, si vous le voulez bien, sur ce qu'il dit par rapport aux questions politiques, notamment dans le processus de la décentralisation pour laquelle il marque évidemment une relative satisfaction en notant le transfert de compétences de l'État vers les collectivités territoriales décentralisées qui sont un transfert qui se fait progressivement en prenant soin de ne pas, et ça je le note, ne pas fragiliser les équilibres structurels qui constituent l'ossature du pacte social de la nation. Alors, Vincent Yende, vous qui êtes en contact, je rappelle que vous êtes conseiller municipal à la commune de Douala 3e. Est-ce que justement, là n'est pas la sensibilité de cette problématique? Processus de décentralisation, mais en prenant le soin de ne pas fragiliser les équilibres structurels qui constituent l'ossature du pacte social de notre pays. Vous savez, le chef de l'État, quand il tient ce genre de discours, il nous prend pour des naïfs. Vous ne pouvez pas mettre en place un processus sans deadline. À l'entendre parler, ça nous prendra 50 ans que ça ne générerait personne. Mais non, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à parler vaguement de la décentralisation aujourd'hui. Nous y sommes depuis 1996. En 2022, le chef de l'État ne peut pas venir nous dire, OK,
prendra le soin de ne pas déstabiliser. Non, ce n'est pas possible. Vincent, je vais te donner une minute dans mon temps de parole. Merci. Pour mettre de l'eau dans ton vin. Ouais. C'est-à-dire que, comment il dit, mon frère Dipita, il a lu cet extrait. Mais rappelle-toi que dans le cas de la Constitution de 96, il y avait un adverbe. Progressivement. Le président a prononcé le même adverbe ici. Il a dit méthodiquement et progressivement. Il y a ces adverbes-là. Ça fait 26 quand ans. on revient encore à progressivement, Monsieur député. il faudra attendre encore. C'est toi qui as la parole, je savais juste Voilà. demander. Monsieur député. Vous prenez la parole tout à l'heure. Donc, je disais tout simplement que lorsqu'il tient ce langage-là, Ça, c'est sûr. Ça, je te dis solennellement. Allez-y, Vincent. voilà. Je disais que lorsque le chef de l'État, en parlant de la décentralisation, reste abstrait, ça pose un problème. On peut observer au niveau des régions que, sans préparation aucune, on s'est empressé, dans un contexte particulier, à mettre les régions en place. Jusqu'à ce jour, on n'a pas vu ces régions-là à l'œuvre. Voilà une année qui s'achève. Les conseillers régionaux ont passé le temps à se retourner les pouces. On a fait l'effort de mettre sur pied un semblant d'administration qui fonctionne tant bien que mal. Mais à ce niveau-là, il y a des soucis. C'est vrai que, je l'ai dit à l'entame de cette émission, qu'au niveau des communes, on ressent qu'on est en train d'avancer. Mais ça ne devrait pas se limiter au niveau des communes. Et au-delà de ça, on se rend bien compte que la dotation qui est réservée à la décentralisation, c'est 15%. Nous n'y sommes pas. Le président de la République n'en parle plus. Il y a de cela 2 ans ou 3 ans où il disait il faut qu'on atteigne les 15%. On n'en parle plus aujourd'hui. Donc, au niveau de la décentralisation, il y a des soucis. Patrick Christian. Écoutez, moi, lorsque j'ai écouté le conseiller Yéné tout à l'heure, j'ai eu envie de lui dire que finalement, oui, le conseiller Yéné, j'ai eu envie de lui dire... Yéré. Très bien. J'ai eu envie de lui dire que finalement, il me rejoint dans la discussion que nous avions avant, le discours du chef de l'État. Parce que je disais que de toutes les manières, nous n'avons pas un problème avec la politique de la décentralisation. De mon point de vue, en tant que chercheur sur les questions de décentralisation et notamment le développement local, nous n'avons pas un problème avec la politique de la décentralisation. Nous n'avons pas un problème avec la vision ou la qualité de cette politique. Mais nous avons un problème avec les acteurs, les hommes qui doivent implémenter et donner le coup d'accélération à cette politique. Vous parlez de la Constitution de 1996, qui a fait en sorte que notre pays adopte cette vision, cette orientation. C'est-à-dire que le Cameroun a décidé d'aller dans cette option depuis 1996. Le processus de mise en place des institutions a pris du temps. Certains estiment un temps conséquent qui peut être en accord avec la nécessité de préserver l'équilibre du pacte social que le chef de l'État évoque. Et sur cet aspect, on pourrait lui donner raison sur une partie de la préservation de ce pacte social. Parce que figurez-vous que la mise en place de ces institutions doit bousculer les mœurs, les habitudes. Mais il y a des compatriotes qui ne jouent pas le jeu de la préservation de l'intérêt commun. Et ces compatriotes-là, malheureusement, mettent à mal l'implémentation de cette politique. Maintenant, lorsque vous parlez aussi du fait que le chef de l'État bluffe, moi j'ai envie de dire qu'il reste dans sa logique. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure en amont que moi en tout cas je ne suis pas surpris par la posture du chef de l'État. C'est son discours, c'est sa manière de présenter les choses. Il n'a jamais été au bout d'un certain nombre d'interrogations, des détails. Il donnait, peut-être on va donner raison au discours de Hervé Emmanuel, comme il donne toujours les grands axes. Mais le problème que nous avons avec les grands axes dès qu'ils sont donnés, c'est que ceux qui sont chargés d'appliquer, d'implémenter, à quel rythme ils le font? Parce que la décentralisation, même si nous y sommes après 30 années, c'est un processus. Un processus qui peut même nous prendre un siècle. Figurez-vous qu'on a des nations développées dans des systèmes, justement, de gouvernance locale assez établis, qui ont pris suffisamment d'années. Le problème n'est pas tellement le temps que cela a pris, mais le problème, c'est des signaux forts de la matérialisation effective et progressive même de cette décentralisation qu'on a de la peine à voir et qui se passe comme si nous avons
j'ai envie de dire, des rythmes différents en fonction des zones où vous vous trouvez. L'expérience que vous vivez à Douala 3e dans votre commune, figurez-vous que ce n'est pas la même expérience que vous avez dans une autre commune, même si les textes nous disent que ça doit se passer de la même façon. Et c'est à ce niveau qu'on interroge donc la qualité des hommes, des acteurs, qui pour quelques-uns freinent ce processus. Je vais me rappeler du combat, par exemple, du feu Paul-Éric Kingé dans sa commune. Il y en a d'autres comme ça, il n'est pas seul, qui ont voulu donner un coup d'accélération, mais qui ont eu souvent en face un certain nombre de contingences qui n'ont pas permis de faire avancer les lignes. D'accord. Hervé Emmanuel Com, sur la question d'équilibre structurel. Écoutez, vraiment évitez-nous pour qu'on soit au même niveau d'information. Parce qu'il y a des malentendus. Vous pouvez me laisser parler? Oui, votre lecture ne peut pas être celle des autres, Hervé. Je n'ai pas encore parlé, vous dites ma lecture. Non, parce que vous faites déjà des récriminations sur celle des autres. Je vous laisse parler, je vous laisse Je n'ai poursuivre. pas encore parlé, monsieur député, c'est quand même gros ce que vous faites. Non, vous êtes là depuis, Je dis nous sommes là depuis qu'il y a 21 comme un malentendu entre ce que le président dit D'accord. et ce que les gens comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas du tout. Et monsieur Ce serait Christian Dobo vient de faire le résumé. D'accord. Là, le président donne les principes, la volonté, l'affirmer. Et monsieur Dobo a raison. Est-ce que le rythme et la vitesse que ceux qui sont les acteurs, y compris les élus, est-ce qu'ils suivent le même rythme? Quand le président dit que ça doit rester dans le cadre pour maintenir l'équilibre, toutes les régions n'ont pas la même capacité, la même nature économique, ni le pouvoir d'achat. Si on ne met pas en place des instruments de péréquation, c'est-à-dire de régulation, pour que la décentralisation ne débouche pas dans un déséquilibre de l'aménagement du territoire, on va voir le résultat inverse, par exemple. Donc le président lui définit le cadre en disant la volonté c'est de faire la décentralisation, mais attention, pourvu que ça tire tout le monde vers le développement et qu'on ne débouche pas dans un déséquilibre territorial où on va avoir, y compris même à Douala, toutes les communes par exemple n'ont pas le même pouvoir d'achat, n'ont pas les mêmes capacités de recettes. Si on applique les termes de transfert de pouvoir, M. Yede, vous le savez, toutes les communes ne peuvent pas avoir les mêmes. Maintenant qu'on n'a pas les mêmes capacités, M. Mridjongan connaît par exemple Douala première. Maintenant qu'on ne peut pas avoir les mêmes capacités que Douala 2, Douala 5 et le reste. Donc pour revenir à la réalité, quand le président relève cela, c'est pour dire que oui, allons, c'est le sens, c'est irréversible, parce que ça a des conséquences sur l'administration de proximité, l'aménagement de plusieurs choses, mais pourvu que ça n'entraîne pas un déséquilibre, parce qu'il y aura des régions riches et des régions pauvres. Lorsque Christian Dobo évoque, par exemple, la mémoire de Paul-Éric Kingé, bon, Paul-Éric Kingé revendiquait ce qu'il estimait pour lui des recettes qu'il avait apportées de même dans sa commune. Mais est-ce que toutes les communes ont des carrières et peuvent débattre du prix d'une carrière de camion de Pouzelan qui quittait de chez elle pour aller ailleurs? Donc, c'était pour dire que quand le président parle, il donne le cadre général et dit ce qu'il faut faire. Il n'a pas rétro-pédalé. Il dit qu'il faut aller de l'avant. Ça peut paraître, je respecte les points de vue des autres, ça peut paraître comme quelque chose qui ne marche pas, mais c'est lui qui définit le cadre général. Maintenant, je suis au regret de dire que votre invité est parti. Moi, j'accepte de venir dans vos débats et de toute façon, en toute amitié, d'accord, mais je n'accepte pas qu'on manque de respect aux autres. Je respecte les points de vue des uns des autres. Ce que je dis simplement, quand on ne sait pas de quoi on parle, il faut faire extrêmement attention. Et ne pas être injurieux vis-à-vis des autres. Vous voulez que le président parle du football. Vous invoquez Cabral Libé et tout le reste. Mais pendant qu'on y est, demandez au président de commenter aussi les pérégrinations de M. Kamto à l'entrée du palais. Ce n'est pas ça. Le discours du 31 n'est pas un discours pour diviser les Camerounais. C'est un discours pour réunir les Camerounais et parler de ce qui leur est essentiel. Le reste, ce sont les faits divers. Si vous le dites, vous dérange et ne m'invitez plus. Parce que ce que j'ai voulu vous dire, c'est qu'un discours comme ce soir, c'est un discours pour réunir les Camerounais. Dernière chose que je vous fais remarquer quand même, je prends les téléspectateurs à témoin, vous invitez 4 personnes que vous présentez comme des politiques, il se trouve que 3 sont à la même longueur d'onde et vous dites que chacun a le même temps de parole que parmi les 4. Ça veut dire que vous déséquilibrez l'opinion. En réalité,
si je n'étais pas serein ce soir, je devais répondre à chaque fois que chacun parle, parce que je trouve qu'on dénature le discours du président, qu'on le loigne de ce que c'est que ce discours, l'adresse à la nation du 31. Et si vous le dites, vous dérange, monsieur le député, ne m'invitez plus. Je vous le dis en direct. Voilà, ça suffit. Hervé, et je vais faire comme M. Bignam, je vais partir, j'ai autre chose à faire. Hervé, nous sommes en fin d'année. Non, j'ai assez accepté certaines choses. Je suis en un âge où je n'accepte pas certains comportements. Parlez entre vous, ça ira mieux. D'accord? Au revoir, monsieur. Hervé Maniaco, vous n'allez pas nous faire ça. Non, je vais vous le faire parce que jusque-là, j'ai accepté certaines choses, mais je ne peux pas continuer en 2023 avec un manque de respect. Salut, monsieur. Bonne année, Hervé Maniaco. Je vous souhaite pas la même année. Merci. Alors, je voudrais signaler que Paul Emmanuel, il a eu un contretemps il nous a prévenu bien avant. Et je regrette que notre cher ami aîné Hervé Emmanuel comme sur un coup de tête. Et je me demande bien pourquoi. Oh là là, Hervé Emmanuel. Qu'est-ce qu'elle a bien pu lui dire, Paul Emmanuel Bignam? Bref, cela dit, on va poursuivre cette émission. Alors, le chef de l'État, pour conclure sur la question de la décentralisation, annonce, et c'est une suite logique, c'était très attendu, les élections sénatoriales en 2023 pour, évidemment, renouveler la chambre haute du Parlement camerounais qui représente les collectivités territoriales décentralisées. Je veux dire, ça, c'est un processus normal. Hein. Il n'y a rien de... Oui, si c'est la parole que tu me donnes. Ah oui, bien sûr. Je vais dire, il y a quelqu'un qui a dit qu'il est serein, mais tu vois de quel côté se trouve la fébrilité. Parce que les représentants du RDPC doivent arrêter de penser que sur les plateaux, ils sont là pour défendre bec et ongle ce que le président a dit, ou alors un acte posé par un membre du gouvernement. Non, le peuple est le juge suprême. Le juge, il faut le dire, ça c'est clair. C'est-à-dire que le peuple est libre de dire que ce que le président a dit, qu'il n'est pas d'accord, et puis c'est clair. Et le président doit en tenir compte. Donc nous venons ici, non pas forcément, c'est vrai, nous venons ici parce que pour nous retrouver, il faut faire appel à certaines chapelles politiques, comme on nous appelle souvent. Et ça permet d'avoir un peu la crème, mais nous sommes ici en toute humilité pour commenter le discours du président, pour parler de notre pays. Ce pays nous est commun, militants du RDPC, membres du parti d'opposition, ou alors de la société civile, ou certains autres experts. Donc, pour revenir à cela, le président fait dans son style. Il vous annonce les sénatoriales. Terminé, il a tourné le dos. Maintenant, l'Hervé Emmanuel Nkoum, en leur 5 déjà, ça va être une grosse bataille. Qu'ils aillent déjà en leur 5, au sein de leur propre parti, déjà maintenant là, chacun va affûter les armes, là-bas les machettes, parce qu'il faudra se faire déjà investir. Donc le président a engagé les Camerounais, tout le monde va commencer à courir là demain pour aller chercher sa pièce d'acte, etc. Vous connaissez le dossier. Pendant ce temps, lui, il aura donné le fait de Mbalamaki, il aura donné, et il sera assis tranquille dans son palais, et il vous regardera alors que nous disons que le coût de la vie est cher, et que le président doit trouver les moyens pour que cela puisse s'arrêter. Le président, je ne sais pas s'il a parlé des différentes crises, je peux me tromper, mais les enseignants en sont encore à écouter le président. Et jusque-là, leur problème reste intact, plus ou moins. On va me dire qu'il a commencé à avoir un début de solution. Non, qu'on arrête d'avoir des débuts. Qu'on arrête à avoir des débuts. Nous disons au SDF qu'il faut que des solutions durables, sinon définitives, soient trouvées sur certains sujets. Donc, que le président vienne ici nous parler des élections sénatoriales, comme tu le dis, c'est logique, tout le monde sait, le calendrier, entre guillemets, connu, que lui seul ne peut le modifier que quand il veut, mais selon certains mécanismes prévus par la loi. Mais tout le monde sait qu'en 2023, il y aura élection. La décentralisation a écouté ce qu'il y a. Nous leur montrons les limites de cette décentralisation. Il lui transfère des compétences auxquelles fait allusion le président. Il revient, il s'appuie sur 2 adverbes. Méthodiquement. Et après, vous dit progressivement. Et Hervé Emmanuel Nkoum le dit si bien, et il a dit avant le discours du président ici, qu'il ne faudrait pas que le fédéralisme débouche, implique une certaine autonomie qui peut déboucher sur une séparation.
Alors le président, lui, vient, il vous dit que tout ce qu'on fait là, méthodiquement, il faut que ça maintienne les équilibres sociaux. De quoi est-on inquiet? Si le président de la République nous a engagés vers la décentralisation et que depuis 1996 jusqu'à ce jour, que la décentralisation n'est pas encore, Vincent, apporté les résultats escomptés, on est obligé de s'interroger et donc chercher une autre voie. Et nous avons proposé la voie du fédéralisme tout court. C'est pas dans le vôtre à parler d'un fédéralisme, je sais pas, communautaire. C'est un débat qui ne peut pas être aérien. C'est un débat réel et aucun ne devons pas avoir peur. Nous devons parler de ça au quotidien parce que Yaoundé, ceux qui sont là-bas, et je le disais en off, je le redis ici, j'ai lu Grégoire Rona, le ministre Grégoire Rona, secrétaire général adjoint comme président du RDPC, dans un ouvrage qu'il a publié il y a près d'une vingtaine, une trentaine d'années aujourd'hui, Cameroun, un bateau dans la tourmente, des raisons d'espérer. Et là-dedans, il s'interroge que qui est-ce qui donne l'information au président pour que le président élabore ses décisions. Il s'interroge là dans Grégoire Rona. Parce qu'il est dans le CIRA, il est dans le système, mais il ne comprend pas que les décisions que le président vient à prendre souvent soient comme en déphasage. Je dis bien Cameroun, dans la tourmente des zones d'espérer. Mais une fois que les décisions sont prises, il s'interroge encore en disant qui est chargé de faire appliquer ces décisions. Et le problème reste là. On a un gouvernement, on a un premier ministre qui se fait plus ou moins discret, on a des conflits de compétences entre le premier ministre et le secrétaire général de la présidence qui a une délégation de signature sur un certain nombre de dossiers. Et donc, il est libre de choisir que celui-ci, je le soumets à la prestation du président ou alors je décide tout simplement. Il y a un problème. Et c'est tout cela que nous pensons qu'il faut revoir. Les textes de la décentralisation paraissent beaux, Patrick. Ils paraissent beaux quand tu les lis. Mais à la réalité, ils doivent être révisés. Et quand le président vient de dire ce qu'il vient de dire, ça veut dire que si on doit aller vers ce nombre de mesures-là, il faudra attendre encore 20 ans parce qu'il y a des textes qui devront encore être soumis à la Chambre, au Parlement, hein, pour qu'ils soient examinés, pour qu'ils soient... D'abord, il faut les préparer. Et après, soumettre là-bas. Et après, ça revient à son niveau pour promulgation. Après, on va attendre les textes d'application qui ne viendront peut-être que 40 ans après. Alors, maintenant, si je peux chuter par là, je veux dire simplement, et je le redis, si le président, quand il parle là, c'est comme un parent qui parle dans la maison aux enfants. Quand papa ne rassure pas les enfants, il y a un problème. Quand le président parle, la vendeuse au marché, bam, c'est là, doit se sentir concernée. Doit comprendre que ce que le président a dit là impacte son quotidien. Mais si le président, quelqu'un m'a dit dernièrement, je suis avec lui, que non, on doit augmenter la vignette parce que quand il y a problème, les nantis doivent payer un peu plus. Mais non, nous avons proposé au gouvernement, je dis qu'être de l'opposition ne veut pas dire qu'on est expatrié, non. Le SDF, dans sa structuration, a un gouvernement qu'ils appellent le shadow cabinet, le gouvernement de l'homme. Et nous travaillons et nous interpellons le gouvernement de la République en place sur un certain nombre de sujets. Sur cette question du prix des carburants à la pompe, nous avons interpellé le gouvernement et nous avons proposé qu'il soit possible au Cameroun d'acheter le litre de carburant à la pompe à 200 francs. Et c'est possible qu'on le fasse avec le Nigeria, qui est le premier partenaire économique du Cameroun en termes d'échange aujourd'hui, ou alors dans la sous-région, comme quelqu'un le disait ici, avec pourquoi pas la Guinée équatoriale, qui produit du carburant et qui en vend. Alors pourquoi s'obstiner à ne pas parler de la Sonara, de la transformation du pétrole camerounais par la Sonara pour que les prix chutent, s'obstiner à aller sur le marché russo-ukrainien où la guerre semble nous avoir surpris et qui maintenant devient la source de tous nos malheurs. Il y a un problème et ça ne peut pas donner. Donc je crois que le représentant du RDPC qui vient de partir, il est surpris que je ne connaisse même plus peut-être son nom, mais c'est le représentant du RDPC, c'est comme ça que moi je l'appelle. Je les appelle tous comme ça. C'est vous qui avez... Non, c'est un représentant du RDPC. Et il s'en va, mais il s'en va en sachant qu'il est en train de défendre une position qui ne tient pas. Et dans leur façon de faire, ils veulent nous amener ici à trouver que ce que le président a dit, on doit seulement dire Amen. Non, nous ne dirons pas Amen, alors que nous avons mal dans notre chair. Nos enfants n'arrivent pas à aller dans des écoles décentes. Nous avons des problèmes pour aller de Douala
à Yaoundé, de Douala à aider à Sombengue, tu dois, quand tu es à Pouma pour aller à Sombengue, tu dois payer 1500 francs, alors que tu es à Douala pour aller aider, tu payes 1500 francs. Tu peux être 40 km, il y a un problème. D'accord. Nous avons Alors, mal à notre chair et il faut qu'on le dise ici pour que cela soit répercuté au président. Comme le dit Grégoire, on a pour demander qui lui donne l'information et comment est-ce qu'il élabore donc ces décisions. Paul Biya, sur la question sécuritaire, parle d'une situation globalement maîtrisée et sous contrôle, surtout d'étendue du territoire, malgré, je le reprends dans son discours, la recrudescence de la criminalité urbaine et la persistance des attaques sporadiques de certains groupes terroristes. Évidemment, le président en a profité pour saluer à nouveau la bravoure des forces de sécurité et de défense, non sans remercier les partenaires multiformes et tout particulièrement les États-Unis d'Amérique pour leur action décisive visant à traduire devant la justice ceux qui, depuis l'étranger, contribuent au financement des activités terroristes au Cameroun. D'ailleurs, Paul Biya appelle également les autres pays amis à leur emboîter le pas en vue de l'accélération de la reprise des activités de déploiement dans ces régions-là. Un commentaire Peut-être, avec votre permission, avant de passer à un commentaire sur cette question, revenir un peu sur la question liée au développement local et à la décentralisation. Très rapidement, on peut constater déjà, parce que c'est une question qui me tient à cœur, on peut constater que le président réitère la volonté de voir accélérer le processus de décentralisation. Mais comme on le disait tout à l'heure, plus que la vision, il y a les acteurs. C'est bien de savoir que le président parle du Made in Cameroun, la promotion du Made in Cameroun. Ce n'est pas une première, ce n'est pas inédit dans ces adresses. Mais l'autre question qu'on peut se poser, c'est le niveau d'implication, notamment au niveau des collectivités territoriales décentralisées, dans le choix du Made au Cameroun. Parce qu'en matière de production, ce n'est pas parce que ça manque. Il y en a. Et on a des cas de figure où on se demande si vraiment, même dans nos collectivités territoriales, on a pris la mesure ou on prend la mesure de ce qu'il y a nécessité à consommer ce que nous produisons. Et voilà un des premiers problèmes. Déjà, la commande publique. Regardez au niveau des institutions, des ministères, combien de commandes publiques s'orientent vers les productions locales. Si nous n'avons pas le ton qui est donné de cette manière, parce que pour rester sur le discours du chef de l'État, combien de commandes publiques s'orientent vers le discours local? Nous avons fait l'expérience avec un certain nombre de produits, notamment des couveuses qui sont faites sur le plan local, les couveuses néonatales made in Cameroun. C'est vrai, un certain nombre de choses ont été faites au niveau du ministère de la Santé, mais quand vous voyez un certain nombre de commandes publiques, vous vous demandez pourquoi on va chercher ailleurs ce que nous produisons. Cela est fait même dans les denrées alimentaires. On parlait tout à l'heure de la crise russo-ukrainienne qui impacte nos habitudes alimentaires. On est allé jusqu'à parler du pain, alors que nous avons des alternatives. Si la commande publique ne donne pas le ton, le président a certes relevé le rôle du secteur privé dans cette démarche pour la stabilisation de notre économie. Mais si la commande publique ne donne pas le ton avec la consommation de ce qui est produit localement, on aura de gros soucis. Maintenant, pour revenir à cette question sécuritaire, ce serait quand même être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître qu'il y a une amélioration, peut-être pas une accalmie générale dans les parties en crise de notre pays, notamment les parties anglophones. On ne peut pas oublier les tensions dans la partie septentrionale, notamment l'extrême nord. Ce serait ne pas être de bonne foi de dire que la situation reste au même niveau qu'elle était il y a 3 ans, par exemple. Ces situations n'ont peut-être pas été totalement maîtrisées, mais il y a un retour d'accalmie. Pour ceux qui ont fait, notamment les grands centres urbains dans le nord-ouest et le sud-ouest, on continue d'avoir des ghost towns, notamment les lundis, qui sont quand même assez respectés, mais il y a un retour progressif à la vie, à la normale, peut-être pas la normale de la normale comme elle était avant, mais on doit le reconnaître. On doit reconnaître aussi l'effort de nos forces de défense dans cette situation assez compliquée. Parce que quand on parle de cette situation de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, et notamment aussi celle que vivent nos frères dans l'extrême nord, les gens ont l'impression que
c'est des étrangers qui viennent pour faire face à ces fronts. D'abord, nos compatriotes qui vivent ça dans les populations civiles, elles sont sous le feu de la rampe. Et ensuite, ce sont nos enfants, nos frères, nos sœurs qui sont dans l'armée, qui vont faire face, n'est-ce pas, à ces situations sécuritaires. Donc, on doit reconnaître d'abord le travail qui a été abattu. On doit reconnaître aussi, et ça il faut le reconnaître, le fait que le dialogue, peut-être pas dans le sens qu'on aurait souhaité voir à une plus large échelle, le dialogue n'a pas cessé. Je crois que la diplomatie s'y est mise aussi, parce que si on n'avait pas cette diplomatie, forcément des positions comme celle des États-Unis sur la gestion, n'est-ce pas, des financiers de ces groupuscules armés n'auraient pas été celles qu'on a aujourd'hui. Donc on doit reconnaître quand même qu'il y a une progression dans la démarche. Au-delà de cette progression et de la calmie qu'on ressent quand même en attendant de voir peut-être un retour aux situations post-2016, il faut aussi se dire que le plan de reconstruction doit être interrogé dans sa capacité à aller dans le sens qu'on lui donnera. Le plan justement de démobilisation des jeunes qui étaient dans les groupuscules armés doit aussi être interrogé. Parce que très souvent, on a eu des écueils, des échos qui laissent entendre que quelques-uns revenus de leur propre chef, parfois, sont retournés. Donc le suivi de ces mécanismes, de ces institutions mises en place, doit constamment être interrogé. C'est une dynamique qui ne doit pas se limiter allusion au programme DDR. au programme DDR. On ne doit pas se limiter à quelques résultats probants. Désarmement, démobilisation. Démobilisation, voilà. Autant la reconstruction que cette démobilisation et ce désarmement ne doivent pas être pris sur des résultats sporadiques, des résultats qui vont être présentés par quelques-uns comme étant des trophées, mais ce doit suivre un processus, une dynamique et une continuité qui permettent de convaincre ceux et celles qui avaient causé la fracture ou qui s'étaient mis de l'autre côté de la fracture qui nous a créé cette crise. Vincent Yedi. Oui. Au sujet de la sécurité, le simple fait que le chairman soit rentré dans son palais, ça témoigne. C'est un indicateur. C'est un indicateur. Ça faisait 2 ans qu'il avait quitté cette zone. Contre son propre gré, évidemment. Mais il est revenu. C'est un indicateur. J'ai cité ici, là, des populations qui, pendant les matchs du Cameroun, sortaient, ouvraient, fêtaient quand c'était une victoire. Ça aussi, on n'avait pas vu ça depuis un certain temps. Donc, sur ce plan-là, on peut quand même pas se satisfaire, mais on peut observer qu'il y a une évolution et souhaiter que cette évolution continue, que la collaboration entre les forces de l'ordre et les populations continue également. Mais il faut dire que, et c'est justement là la difficulté, il y a une industrie de guerre qui s'est installée dans ces régions-là, qui entraîne plutôt l'insécurité et qui n'a plus rien à voir avec la revendication d'une quelconque indépendance. Donc c'est des choses qu'il va falloir évacuer. Donc ça passera par un certain nombre de choses dont nos forces de l'ordre sont capables de faire. Il faudrait justement que ces forces de l'ordre-là aillent jusqu'au bout, n'est-ce pas, pour sortir ces personnes qui continuent à entretenir cette insécurité, grâce à laquelle ils survivent d'ailleurs. On peut également noter que la diplomatie de notre pays a quand même fonctionné. On peut s'étonner de ce que cela ait pris du temps, mais lorsqu'on se rappelle qu'il y a eu de l'autre côté des États-Unis un changement de régime, maintenant je crois que c'est les démocrates qui sont au pouvoir. Avec Joe Biden. Oui, avec Joe Biden. Donc il y a une politique qui a changé. Donc j'ai voulu dire une victoire diplomatique. Après, je me dis, est-ce que si on était resté avec les républicains, on aurait les mêmes résultats aujourd'hui? C'est pas très sûr. Les démocrates n'ont pas souvent été très favorables. N'empêche que c'est une avancée. Voilà, donc. Oui, mais néanmoins, c'est une avancée quand même. Et on
peut s'en féliciter. Ils ont une politique différente. Souhaitons donc simplement que d'autres leur emboîtent le pas, n'est-ce pas, pour que le Cameroun retrouve la paix et la stabilité. Mais je voulais évoquer, le chef de l'État a dit que les problèmes d'eau et d'électricité... Je voulais justement voilà. qu'on embraye avec cette question. Un vaste chantier sur le plan socio-économique, le président l'annonce. D'abord avec l'exploitation du secteur minier, de Lobé à Kribi, l'exploitation du gisement de Balam, la ligne de chemin de fer annoncée de 540 km entre le Congo et Kribi, l'exploitation du gisement de fer de Bipindi, Grand Zambie, la construction d'un pipeline dans la même zone, différentes conventions pour l'exploitation de ces ressources-là. Alors, sur le plan énergétique, le raccordement de la région de l'Est à la ligne interconnectée Sud, la mise en activité du barrage d'Achegal, la construction de nouvelles infrastructures énergétiques, l'alimentation de la ville de Yaoundé en eau à partir du fleuve Sanaga, le lancement de la méga adduction de la ville de Douala et environ en eau potable. Bref, un vaste chantier social économique annoncé après avoir constaté que l'inflation a quand même été maîtrisée cette année. Vous voulez commencer? Je voulais commencer par le problème de l'eau. Pardon. Pour dire quand même que c'est curieux ce qui se passe dans notre pays. Nous avons mis plus de 200 milliards dans le projet d'eau qui partait de Yato, 1 et 2, pour Douala. Et jusqu'en 2025, on ne devait pas avoir de problème d'eau. Il y a des châteaux d'eau qui, jusqu'à aujourd'hui, ne sont jamais entrés en fonction. Tout cela, on met ça en perte et profit. Et on est lancé dans un autre vaste projet où on va encore s'endetter pour approvisionner la ville de Douala et de Yaoundé en eau potable. C'est quand même curieux. Est-ce qu'on a fait le point des projets antérieurs qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas abouti? Que Yaoundé ait encore des problèmes d'eau aujourd'hui, alors qu'il devait être à 118 000 mètres cubes d'eau jour, il se retrouve à moins de 80 avec toutes les dépenses qui ont été faites. Et comme mettre ça en perte et profit, c'est quand même curieux. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que c'est une espèce de mythe décisif où on fournit les mêmes efforts, on s'endette et on est toujours à la case de départ. Le Cameroun est en chantier, ça fait plus de 15 ans. On est toujours là à construire ces différentes infrastructures-là. Mais est-ce que l'offre énergétique jusqu'alors s'est améliorée? Pourtant, c'est des milliards que nous avons engrangés pour obtenir les barrages, pour obtenir tout ce qu'on a pu obtenir jusqu'à présent et qui ne sont même pas rentrés en fonction. Donc, vraiment, le chef de l'État, la question qu'on va se poser, est-ce que tout ce qu'il a cité là, c'est pour l'année 2023? C'est bien ce qu'il dit. C'est encore l'abstrait. Est-ce qu'on peut le dire ici, que toutes ces structures-là vont être mises sur pied et vont fonctionner Le président a des indicateurs qui lui permettent effectivement d'apprécier, de jauger, de juger et de décider des priorités. On va encore se retrouver là sur 2, 3, 4 ans, voire plus. Mais maintenant, nous constatons véritablement, tel que je l'ai dit ici tout à l'heure, que le Cameroun s'engage dans la braderie de nos mines. Vraiment, c'est déplorable que nous le fassions ainsi. Et on n'a pas pris le soin de rassurer les Camerounais. Il y a maintenant 3 conventions qui sont signées. On n'a parlé que d'une seule, qui a fait jaser, et les 2 autres, on ne les connaît même pas. Maintenant, il y a jusqu'à 3 qui sont signés et qui vont entrer en exploitation très bientôt. Ça pose un sérieux problème. D'accord. Parce que nous devons au moins aujourd'hui, si on s'est plaint des conventions qui ont été signées sans le consentement des Camerounais, maintenant au moins, nous devons avoir la possibilité de nous prononcer sur les conventions que notre pays signe. Parce qu'il s'agit là de l'avenir des générations futures. Donc, si on s'engage dans la braderie telle que nous sommes en train de le faire, on ne peut que le déplorer.
Patrick, Christian, sur cette question énergétique, en fait, de façon globale, ces questions socio-économiques évoquées par le chef de l'État ce soir, avec ces grands projets annoncés pour 2023, notamment sur l'aspect énergétique. Alors, parlant de l'aspect énergétique, je crois que nous en avons parlé en amont, avant même le discours du chef de l'État. On revenait sur la nécessité d'engager peut-être des projets qui ont un fort impact en termes de potentiel, sans avoir la capacité de maîtriser ceux déjà enclenchés et parfois même pas encore exploités à leur plénitude. Mais on ne peut pas contester l'impact ou le potentiel de ces projets. On ne peut pas contester l'impact ou le potentiel de ces projets. La question qu'on peut se poser, c'est que lorsque ces projets sont annoncés, est-ce que la maturation qui a souvent fait défaut après la construction d'un certain nombre de projets ne va pas se reproduire? On se rappelle, et je l'ai cité tout à l'heure, lorsqu'on était sur le projet Lompanga, ce qu'on attendait de Lompanga avant de s'apercevoir que les lignes de transport, de distribution pour l'exploitation effective n'avaient pas suivi, tout au moins dans le délai qu'on aurait espéré pour résoudre ces problèmes. J'avais fait un tour du côté de l'Est à un moment donné, dans un reportage où vous aviez des populations, et c'était ironique de voir les populations dire Lompanga viendra finalement résoudre notre problème quand on aura trouvé donc la mort. C'est dire combien l'espoir suscité à travers Lompanga, n'est-ce pas, commençait à créer des sérieux doutes après de nombreuses années parce que simplement l'infrastructure n'arrivait pas à être exploitée comme on l'avait pensé. Donc on ne peut pas contester. Si le chef de l'État annonce ce type de projet, on peut, d'une partie, regarder et se dire sur le principe, c'est bon, parce qu'il y a des plus-values, on espère voir une amélioration du potentiel. Mais à côté, on doit se poser la question de la célérité, une fois de plus encore, les moyens, les hommes pour la réalisation dans le temps, parce que ce qu'on oublie, c'est que quand un projet est conçu sur une période, il est conçu aussi en fonction des exigences des populations, du développement en termes d'urbanisation et d'absorption du potentiel de ce projet. Au-delà d'une certaine période, le projet peut être bien à sa conception, mais finalement être insuffisant par rapport au développement, aux exigences de l'urbanisation. Et puis sur un tout autre plan, au-delà de la production de ces sites d'énergie, il y a la distribution, l'exploitation, et en cela le transport. On peut questionner la gestion d'un certain nombre de structures de souveraineté, comme celle liée à l'exploitation de l'énergie et celle liée à l'exploitation de l'eau, la distribution de l'eau. D'ailleurs, très récemment, une de celles-là vient de connaître un changement à la tête, une succession de changements comme cela. Vous voyez, ça marque déjà une instabilité au niveau même du management, de la vision. Et certains disent que nous ne pouvons pas espérer de meilleurs résultats si nous n'avons pas l'impression que nous tenons même déjà la gestion de ces structures qui touchent des points essentiels sur le côté social, n'est-ce pas, de nos populations. Donc, autant il y a des questions qu'on peut se poser sur la production, autant il y a d'autres questions qu'on se posera sur la gestion de la production, de la distribution et du transport de ces ressources qui sont névralgiques sur le plan social. Et donc, voilà un peu les interrogations qu'on peut se poser. Alors, sur les questions de corruption et incivisme, le président rappelle à tous ceux qui s'enrichissent illicitement au détriment de l'État, à quelque niveau que ce soit, ils vont évidemment rendre compte. C'est une redite, hein, ce n'est pas la première fois que le président parle. Ceux qui trouvent un malin plaisir à troubler l'ordre social auront également à en rendre compte devant les juridictions compétentes. Le président dit non au discours haineux sur les réseaux sociaux. Je voudrais d'ailleurs le citer. Je voudrais une fois encore interpeller ceux qui font un usage criminel et pernicieux des réseaux sociaux. Par leurs agissements, ils plongent plusieurs familles dans la détresse et ruinent parfois des destins en procédant notamment à la désinformation, à la diffamation ou à la propagation des discours haineux. De toute évidence, ils mettent en péril la cohésion sociale. Là également, Moïse, Paul Biya reste constant.
Oui, il reste constant dans le discours. Il reste constant dans le discours. Pourquoi? Parce qu'il a commencé par dire qu'il y a deux faits qui apparaissent au quotidien de notre société. Il a parlé de la corruption. Exact. Et il a donc parlé de cet incivisme. Alors, comment parler de cet incivisme sans revenir à la sécurité? On a parlé de la sécurité dans le nord et le sud-ouest. On en parle dans le nord avec Boko Haram. Mais on oublie que la ville de Douala, je n'ose pas le dire, il reste sous un couvre-feu qui ne dit pas son nom. Puisqu'il y a quelque temps, le gouvernement, le gouverneur de la région et le préfet ont pris des arrêtés portant à restriction de l'activité d'un certain nombre de groupes sociaux, notamment les mototaxis. D'abord à partir de 20h jusqu'à 6h, puis ça a évolué un peu de 24h à 6h. Et là, cette mesure, elle est encore d'actualité. Ce qui veut dire qu'il y a insécurité, pas seulement dans le nord et le sud-ouest, mais il y a insécurité beaucoup plus ailleurs. Et on va me dire que cela participe des mesures qu'on prend souvent à pareil moment, notamment pour assurer un meilleur déroulement dans la tranquillité des fêtes de fin dans nos populations. Mais ils ont parlé d'un phénomène qu'ils ont appelé les microbes. C'est quoi les microbes? C'est ces jeunes qui sont sous le poids de la drogue, portés vers des actes bien répréhensibles et qui ne permettent pas aux citoyens lambda de vivre en toute quiétude. Ce qui conduit donc à ce que par moment, nous voyons des connexions pas très bonnes entre ces enfants et certaines forces de l'ordre. Il y a des brebis galeuses partout. Le cas de Makaya qui s'est déroulé il y a quelque peu faisait état de ce qu'il y a eu quelque chose qui ne soit pas bien passé entre des hommes en tenue, on parle des gendarmes, et d'un jeune, et tout de suite un coup de feu serait parti. Et alors, ça a engendré ce que ça a engendré. Ce n'est pas pour féliciter cela, mais c'est pour dire qu'il y a de l'insécurité. Le président dit, c'est lui qui le dit, mais nous sommes en droit de lui dire, monsieur le président, il faut rester vigilant, il faut continuer à avoir des forces de maintien de l'ordre et de défense, de sécurité qui veillent. Les populations jusque-là continuent à donner leur renseignement, à apporter leur collaboration aux forces de défense pour assurer leur sécurité. Maintenant, vous avez fait allusion quelque part au problème d'eau. Il me souvient, je peux me tromper, qu'à un moment, il y a même eu un directeur général de la structure nationale en charge de la diffusion d'eau, de la production et de la commercialisation d'eau, parce qu'il n'y en a qu'une seule, je veux dire SNEC. Moi, je suis de l'époque de SNEC, qui a évolué en tout ce que vous pouvez appeler pour être aujourd'hui Camotte. Mais il y a un directeur général qui est même passé ministre, de l'eau et de l'énergie. Jusque-là, les problèmes restent intacts. À un moment, il s'est même évadé, je ne sais pas trop comment appeler ça. Il a été interpellé et mis en prison. Et après, bon, la justice l'a élargi. Apparemment, il aurait remboursé le corps du délit. Maintenant, qui du ministre et du directeur général de Camotte gère le problème d'eau? Quand le président nous a annoncé ce qu'il a annoncé là, et moi je continue à dire que c'est abstrait tout ça, je le dis, parce que le président va nous dire, j'ai instruit le gouvernement, c'est pas pour dire que nous donnons des leçons au président, non, loin de nous cette prétention, mais nous disons qu'il faut que nous écoutions bien, que le président a dit, monsieur le ministre, monsieur le premier ministre, votre gouvernement et vous-même, je vous donne 2 ans pour que dès demain, vous puissiez apporter de l'eau aux Camerounais dans la ville de Douala. Ce serait clair dans les oreilles des Camerounais et que les Camerounais sauront que la décision est entre les mains du gouvernement. Mais quand ils donnent des instructions et que tout cela soit abstrait, nous allons nous retrouver encore l'année prochaine avec le même discours, dans 2 ans avec le même discours, et quand le président aujourd'hui, par exemple, vous dit j'ai instruit qu'on engage un programme de reconstruction de l'extrême nord, on va l'engager quand? Il coûtera combien? C'est maintenant que les études vont commencer, parce que je vais parler sous le couvert de Christian. Ici, seul Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Mais un humain ne peut pas le faire, même pas le président Paul Biya. Même si nous l'acclamons en tant que dans son parti politique jusqu'à vouloir le virer, non, que les gens ne rêvent pas.
Le président bien ne peut pas dire demain matin, il y aura l'eau, il n'y aura pas d'eau. Il faudrait maintenant peut-être que les gens se mettent au travail, commencer à faire des études, commencer à chercher comment trouver le financement. S'il n'y en a pas, ça prend du temps. Et qu'un certain nombre de textes soient votés au Parlement et que lui, il part avec sa signature, ça va prendre du temps. C'est ça l'un des problèmes que nous avons avec le discours du président Paul Biya. C'est le problème que nous avons avec le discours du président. Vous qui êtes en proximité des populations en tant qu'élu local, ces questions d'incivisme dont le président parle, ces questions de corruption, on les vit aussi au plus bas de l'échelle. Sans compter que le président demande aux jeunes sur les réseaux sociaux de stopper les discours haineux. Vincent Yédé. Parlant des discours haineux dans les réseaux sociaux, je crois que sur ce point de vue-là, le chef de l'État a la bonne information parce qu'il y a certains de nos compatriotes qui utilisent les réseaux sociaux comme un exutoire. Je préfère rappeler ça ainsi. Donc, ils en profitent pour proférer toute la haine, toute la colère, toute la violence dans des propos. Et ceci est souvent préjudiciable. Donc, que le chef de l'État en parle et qu'il les mette en garde, je crois que c'est tout à fait une bonne chose. Les réseaux sociaux nous permettent de communiquer, ils nous permettent de nous informer, ils nous permettent de faire plein de choses, mais il faut éviter les dérives telles que nous les observons. Donc, sur ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à redire. Maintenant, pour ce qui est de la corruption, on est quand même embêté de voir que le chef de l'État qui parle de la corruption, parle des personnes qui doivent rendre gorge, c'est une redite. Mais en plus, on s'étonne quand même que malgré toutes les structures de lutte contre la corruption qui ont été mises en place, il y a la CONAC, il y a plein de structures dans les ministères, qu'on continue à parler de la corruption aujourd'hui. Et l'année 2022, n'est-ce pas, a connu des cas, n'est-ce pas, on a parlé de Covid-Gate, n'est-ce pas, on a même parlé des infrastructures. Ah, je crois qu'on parlait des détournements liés à la construction des stades et autres. Bon. Et tout ça, c'est des gens qui sont mis en responsabilité d'une manière directe ou indirecte par le chef de l'État. Et quand il parle de rendre gorge, ce n'est pas le citoyen lambda, ce n'est pas la corruption d'un citoyen lambda, c'est la corruption des hauts fonctionnaires. Donc, sur ce plan-là, on constate quand même que le chef de l'État, je crois que s'il partait aujourd'hui, il aura ce regret-là de ne pas avoir pu lutter contre la corruption. Pourtant, c'était son cheval de bataille. Lorsqu'il arrivait, il parlait de la rigueur et de la moralisation. 40 ans plus tard, il est encore là à dire que ceux qui ont pris doivent rendre gorge. Donc je crois que c'est un aveu d'échec pour ce qui est de la lutte contre la corruption. Maintenant, l'incivisme dont on parle, effectivement, il y a un problème avec cet incivisme qui est peut-être lié à, je ne sais pas si c'est la liberté, je ne sais pas si c'est la démocratie qui pousse les gens à se comporter d'une certaine manière, mais il évoquait le problème des microbes là tout à l'heure. C'est un problème qu'on ne peut pas régler rien que sur le plan de la sécurité. Les microbes, c'est un phénomène de société qui nous renvoie au visage, n'est-ce pas, les inégalités sociales, qui nous renvoie au visage le fait que notre système scolaire ne réponde pas à nos réalités, parce que l'enfant qui arrête de partir à l'école en 4e, qu'est-ce qu'il devient? Très souvent, c'est ces jeunes-là qui se retrouvent là-dedans. Et ça nous rappelle aussi que nous devons lutter contre le trafic des stupéfiants. Parce que sans ces stupéfiants, ces jeunes ne pourraient jamais se comporter tels qu'ils le font là. Donc, il y a ce problème-là que vraiment nos forces de sécurité doivent prendre en main, mais les politiques surtout doivent se pencher sur cette question-là, la déperdition scolaire. Les enfants qui cessent d'aller à l'école, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils ne savent rien faire. Hein?
ils ne peuvent pas trouver un emploi, on ne peut pas les recruter quelque part. Ils sont là comme ça, ils s'ennuient dans les quartiers. Et c'est eux qui sont happés par des groupes de délinquants et qui se retrouvent en train de poser ces actes que nous déplorons. On termine avec vous sur cette question de corruption et incivisme. Ce sera la dernière prise de parole de ce soir. Alors, moi je voulais bien m'appesantir sur la question d'incivisme. Vous voyez, très souvent on regarde la chute sans regarder la cause de la chute. Et la construction de nos mentalités sur les 10 ou 20 dernières années est effectivement le résultat, parce que ces jeunes que vous avez, ils sont âgés pour la plupart entre 16, 20, 21, 22 ans. La construction d'une mentalité désordonnée, indisciplinée, est aujourd'hui en train de nous produire ce résultat. Et cette mentalité indisciplinée et désordonnée n'a pas été construite par ces jeunes. Elle est malheureusement aussi sur la responsabilité des aînés, c'est-à-dire de ceux qui dirigent, qui gouvernent, qui à un moment donné ont laissé libre cours à la construction de ce type de mentalité pour d'autres intérêts, parfois politiques, parfois de positionnement, où on a transformé cette jeunesse-là en instrument exploitable. Et autant on peut dire que ces jeunes aujourd'hui sont livrés à un certain nombre d'activités parce qu'il y a abandonné l'école. Oui, on peut en trouver quelques-uns comme ça, mais regardez comment nous nous comportons. Vous pensez que quelqu'un qui se donne des libertés avec les deniers publics, quelqu'un qui n'arrive pas à servir en tant que fonctionnaire parce qu'il doit rendre des tâches, il est si différent que ça de ces jeunes qui sont appelés des microbes, pas pour encourager ce comportement, mais pour simplement donner une analyse globale de la mentalité indisciplinée qui nous anime, autant jeunes qu'adultes dans nos comportements. Quand on le dira, certains vont dire « je ne me reconnais pas dans cette situation parce que tous les Camerounais ne sont pas ainsi ». C'est clair. Mais si nous ne touchons pas le problème à la base, par la transmission des valeurs, ces valeurs qui échappent dans nos comportements, dans les noyaux, au niveau de la cellule familiale, de nos groupuscules en communauté, et finalement au niveau de l'échelle nationale, nous aurons ce type de comportement. Tout au moins, ces phénomènes vont prendre plus d'ampleur que les phénomènes normaux. Maintenant, pour évoquer simplement... pour terminer simplement avec la vision qu'on peut avoir des perspectives telles que cela a été présenté en 2023, je pense qu'il y a toujours lieu d'avoir de l'espoir. Et d'ailleurs, c'est l'espoir qui nous fait vivre. C'est pour ça qu'il est important de passer par des diagnostics, de reconnaître les failles, les faiblesses qu'on peut avoir dans le problème pour se projeter. Mais le Cameroun a tellement de potentiel en termes de ressources humaines, matérielles, de compétences, qu'on ne peut qu'imaginer le Cameroun s'en sortir si toutes ces compétences se mettent véritablement au service de ce Cameroun. Merci à vous, messieurs. Je voudrais prendre cette contribution qui nous arrive à l'instant. Je vais la lire, d'ailleurs. Bonsoir, monsieur Dipita, et meilleurs vœux de santé et de réussite. Je vous suggère humblement de conseiller à votre invité, monsieur Ngidjongan, du SIF, ancien du RDPC, de bien relire le livre d'Ozone Grégoire, qu'il cite en déformant la pensée de l'auteur. Bonne année à tous. Bonsoir et bonne année à vous, monsieur le ministre Grégoire Orona, qui évidemment nous suivait ce soir. Merci pour cette contribution. Je voudrais également remercier les panélistes sur le plateau, Vincent Yédé, Patrick Christian Dobor, Moïse. Merci. Je voudrais remercier Paul-Emmanuel Bignam qui était là pour un moment. Il nous l'a dit avant l'émission. Il avait des engagements qui n'ont pas pu lui permettre de participer tout au long de l'émission. Je voudrais remercier Hervé Manuel Com, tout en regrettant son départ ce soir. Mais je pense que c'est un ami de la maison, Hervé. C'est un invité de qualité qu'on a toujours l'habitude de recevoir ici. Et nous l'espérons, nous allons davantage, ou alors toujours l'avoir sur nos plateaux tout au long de l'année 2023. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, au nom de la maison, au nom de STV et de toute l'équipe de production de cette émission spéciale, nos voeux les meilleurs pour l'année nouvelle. Bonne et heureuse année 2023. Bonsoir.